Bonjour à tous, bienvenue. Depuis l'initiative de Niki, il y a bientôt un an, depuis surtout sa sortie de prison, les Béninois n'avaient plus vraiment entendu Sabi et Sira Korogone. Cette nuit du samedi 17 août, il a été fait prix de la meilleure audace politique par Authentique Média. Après cette distinction, nous le recevons ce matin. Que devient-il Sabi Sira Korogone? A-t-il toujours le même engagement politique lui ayant valu la prison? Quel regard porte-t-il sur l'actualité politique? Bien loin d'être tranquille, comme vous le savez. Nous lui demandons donc tout cela. Sabi Sira Korogone, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Parlez-nous d'abord de ce prix de la meilleure audace politique, comme je l'ai dit, un prix décerné à vous hier par Authentique Média. Merci à vous, merci pour l'invitation. Ce prix, je l'ai reçu avec beaucoup d'humilité et de motivation surtout. J'ai compris à travers ce prix qu'il y en avait qui nous observaient. Authentique Média nous a identifiés et nous a donné décerné ce prix. C'est le moment de redire ce que je leur ai dit hier parce que je ne suis pas propriétaire de ce prix. Ce prix, c'est pour toute la jeunesse de mon pays. Cette jeunesse qui aujourd'hui a du mal à s'en sortir. Ce prix, c'est pour la jeunesse consciente qui sait que c'est au bout de longues luttes qu'on arrête sa liberté. C'est une motivation, une source de motivation et nous savons que nous y arriverons. Le chemin sera certes il y aura beaucoup d'embûches sur ce chemin, mais nous y arriverons. Donc, Authentique Média, merci à vous. Merci de nous avoir fait cet honneur. Mais sachez que vous nous avez donné encore un peu plus de motivation afin qu'on aille tout droit vers l'objectif qui est le nôtre. Ce qui vous aura sans doute valu ce prix, c'est cette initiative de Niki, c'est ce qui vous aura révélé au Bénin. Vous êtes allé en prison par la suite et l'initiative de Niki s'est tue, simplement. Non, pas du tout. Ne nous enterrez pas vivants. Nous avons toujours les mêmes problèmes, la même motivation. Aller en prison, peut-être qu'il y en a qui ont pensé que c'était une manière de nous faire taire. Il y en a qui ont pensé que c'était une manière de faire peur à la jeunesse. Et non de là, ça a été une très, très grande motivation. En plus, vous savez, j'ai l'habitude de dire que la prison, personne ne se lève de lui-même pour aller en prison. Mais si vous vous retrouvez dans cette situation, pour des raisons qui ne sont pas de nature à faire honte à vos amis, à vos parents, c'est le moment d'en faire une école. Il y a des choses que moi j'ai appris en prison qu'on n'apprendra jamais dans une université. Et la prison, à ma sortie de cet endroit, je suis sorti 10 fois plus galvanisé, 10 fois plus motivé. En réalité, si quelqu'un à un moment donné a pensé que c'est une manière, parce qu'on avait quand même le choix, compte tenu des objectifs de nos dirigeants, ils avaient le choix entre réagir comme ils l'ont fait ou nous tendre la main et nous écouter. Au lieu d'écouter le fond de notre pensée, ils ont peut-être décidé de vouloir, au niveau de la forme, qu'ils voulaient coûte que coûte nous couper la langue. Non, ils n'ont pas réussi. Sabi Sira Korogone est là et il est prêt à continuer le combat là où il a arrêté. On va en prison, ainsi on devient militant, on fait du militantisme en prison? Nous étions militants avant d'aller en prison. Parce qu'en réalité, si on n'avait pas été militant avant d'aller en prison, on aurait peut-être déchanté. Et c'était l'objectif sûrement de ceux-là qui ont pensé que la solution à cette situation, c'était la prison. Nous sommes allés à Niki. À l'initiative de Niki, vous avez dit bientôt 1 an. Est-ce que, M. Vigile, quand je dis que j'aime ma mère et que je l'adore et que je dois faire tout possible pour qu'elle soit heureuse, est-ce que ça veut dire que je déteste la vôtre? Pas du tout. Je ne déteste pas la vôtre. J'aime la mienne. J'aime la région d'où je viens. Je n'ai pas honte de le dire. Vous n'avez pas choisi. Oui, je n'ai même pas choisi la région d'où je viens, mais je connais les problèmes de la région d'où je viens. J'avais eu, avec les amis, envie de faire ressortir ces problèmes pour que les autorités actuelles puissent prendre cela en considération. Mais malheureusement, ils sont passés à côté, je trouve. Alors, on parle d'abord de
de la prison, si vous voulez. Après, on reviendra sur les frustrations qui ont engendré l'initiative de Niki. Une fois en prison, vous avez dit que vous avez beaucoup appris. Souvent, les gens se plaignent de prison. Vous n'avez sans doute pas, dans votre planning, pensé à la prison, projeté la prison. Mais alors, comment vous avez bonifié, disons, ce qui est arrivé? Comme je vous le disais tout à l'heure, et quand on va en prison, pour des raisons qui ne sont pas de nature à faire honte à vos amis, à votre famille, vous y allez avec beaucoup de motivation. Si les raisons pour lesquelles je suis allé en prison, ce n'est que l'initiative Niki, bon, il n'y a pas de souci. Mais arrivé en prison, j'ai rencontré des Béninois, j'ai rencontré des compatriotes, des jeunes de ma génération qui vivent avec un certain nombre de situations et de problèmes. Certains étaient là aussi pour des problèmes politiques? Bon, il y en a pour qui ça a été... Bon, il y a d'autres arguments, il y a d'autres alibis, mais bon, en tout cas... Mais après moi, il y en a eu beaucoup que j'ai laissés là-bas. Pour des raisons politiques, pour des manifestations, pour des attroupements non armés. Bon, bref, il y en a que j'ai laissés en prison. Donc, arrivé en prison, je me suis retrouvé au milieu de compatriotes qui, le jour où je rentrais en prison, m'ont pour la plupart ovationné. Et donc, j'ai eu comme cette chaleur qu'en réalité, je n'étais pas sur le mauvais chemin. Parce que quand vous vous retrouvez dans certaines situations, il faut prendre l'habitude de vous remettre aussi en cause et pour voir où est-ce que vous avez trébuché. Bon, personnellement, je n'ai pas vu... je ne me suis pas... En me remettant en cause, je ne me suis pas vu en faute. Je ne me suis pas vu en faute. Mais comme c'est la justice de mon pays qui m'a interpellé, et comme je sais que c'est des hommes de grande valeur aussi qui sont là-bas, il fallait quand même avoir un petit baromètre. Et quand je suis rentré en prison, j'ai vu que j'ai été ovationné et j'ai compris là tout de suite. Et cela vous a encouragé, ça m'a encouragé, vous a fait dire que voilà. Vous êtes sur la bonne voie. Ces 8 mois passés m'ont permis de savoir que nous sommes dans ce pays, mais qu'il y a beaucoup de problèmes. Il faut en apporter des réponses à ces problèmes. C'est notre responsabilité parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'on le veuille ou pas, nous sommes les dirigeants de demain. Personne ne pourra empêcher cela. Donc, quand on ne connaît pas un problème, on ne peut pas en apporter la solution. Alors, quand un militant comme vous va en prison, va rencontrer peut-être d'autres militants comme vous, ça fait quoi? Un club Non. En prison, je me suis attelé à ne gérer que des problèmes sociaux. Je me suis attelé à aider des gens qui sont en prison pour des banalités. Et puis, par manque de moyens, ils n'avaient pas la possibilité de faire bouger leur situation. Et c'est le moment d'ailleurs pour moi, parce que moi j'avais la chance, avant d'aller en prison, d'être entouré par un collège d'avocats. Donc parmi eux, il y en avait qui se sont rendus disponibles, à 0 francs bien sûr, pour apporter pour aider ces gens qui, même pour la plupart, n'arrivent même pas à s'exprimer en français. Donc bref, c'est le moment pour moi de les remercier aussi, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé en aidant les autres. Voilà. Alors, parlons maintenant de l'initiative de Niki. Les frustrations qui ont engendré cette initiative ont-elles diminué, ça a évolué ou ça reste le seul mérite de l'initiative de Niki à mon avis, c'était de voir très tôt ce que les gens ont découvert plus tard. À Niki, nous étions allés à Niki pas pour nécessairement... nous n'avions pas pour principal objectif de nous mettre complètement en porte-à-faux avec le régime. Nous y allions parce que nous avons des problèmes. Et quand les jeunes ont des problèmes, on leur permet de l'exprimer. Mais tout de suite, on nous a pris en adversité, on n'a pas cherché à comprendre. En réalité, le fond et dans la forme, les questions posées, c'était qui est derrière? Non, personne n'est derrière. Personne n'est derrière parce qu'on n'attendra personne pour défendre nos propres intérêts. Donc, quand on a été à Niki, il y avait des frustrations. Mais j'ai compris finalement. À un moment donné, le diagnostic a été fait partiellement. Nous avons compris que le malaise était généralisé. Qu'il n'y avait pas une région qui était exempte, une région qui n'avait pas de difficultés. Nous avons compris que la jeunesse béninoise dans son entièreté avait des mêmes problèmes. Donc, et c'est pour cela. Mais ça, c'était déjà ce qu'on vous reprochait.
un brin de régionalisme par ailleurs. Oui, mais où se trouve le régionalisme quand on va défendre les intérêts d'une région à laquelle on appartient? Est-ce que j'ai dit, je n'ai pas demandé à Neki, à une région de s'opposer à une autre? Nous avons seulement dit à Neki que nous avons besoin de ci. Nous ne l'avons pas. Nous avons besoin de ça, nous ne l'avons pas. Et nous, qui sommes de cette région du pays, nous avons dit, voilà ce qu'on attend du régime. Bon, malheureusement, il fallait nous trouver quelque chose parce que, à notre grande surprise, après Neki, on a eu beaucoup d'autres régions qui ont emboîté le pas. C'est de nature à faire peur, mais quand on est comme un grand homme que je respecte beaucoup, à qui je rends hommage à chaque instant, le général Kérékou, on tend la main à cette jeunesse, et ce jour, on nous aurait tendu la main, on serait venu, dit de vive voix aux autorités, voilà les difficultés que nous avons, et ils vont nous apporter leurs réponses à eux. Ils vont nous dire leurs difficultés, apporter des réponses à nos difficultés, et on va se comprendre. La prison, pour ceux qui ont pensé, ça je le répète, que c'était une manière de me démotiver, de nous démotiver, ils se sont trompés, ils sont passés à côté, parce que s'il faut aller en prison autant de fois, parce qu'on défend les intérêts, parce qu'on a besoin. Moi, je suis un enfant de la démocratie. Je n'ai pas connu la période révolutionnaire en tant qu'adulte. Nous n'avons connu que la liberté. Et cette liberté n'a pas de prix à nos yeux. Nous voulons notre liberté, nous voulons notre démocratie. Et cette démocratie, on va la réclamer. On va la réclamer pour qu'on nous la ramène. Nous avons besoin de vivre dans un climat où il n'y a pas, où on ne... Où, vous voyez la méfiance aujourd'hui partout, sur tous les visages. Tout le monde se méfie de tout le monde. Non, au Bénin, on n'a pas d'or. On n'a rien dans notre sous-sol. Mais on avait notre démocratie. Ça faisait notre fierté au-delà de nos frontières. Et puis aujourd'hui, tout cela est remis en cause. C'est dommage et nous allons nous battre pour que nous nous retrouvions à nouveau dans un... On peut considérer cette période comme une période de turbulence. Nous sommes un peu tolérants. Nous sommes un peu tolérants. Aujourd'hui, quand on observe, qu'on lit même peut-être sur les réseaux sociaux certains commentaires, on sent de l'animosité. Non, non, non. Nous sommes un peuple de paix. Nous avons que ça, nous n'avons que ça. Et un havre de paix, le Bénin, cela doit être consolidé et non détruit. Sabi Sira Korogoné, quand on a vu l'effervescence de cette jeunesse à Niki, on a eu comme impression qu'on vous a laissé, cette même jeunesse, ces jeunes vous ont abandonné. On n'aurait pas attendu que les choses soient aussi tranquilles quand vous avez été jeté en prison. Non, non. En fait, je vais vous raconter un peu. Vous savez, à chaque fois, même depuis mon interpellation, lorsque les jeunes ont commencé par se manifester devant l'OCRC, j'ai dû demander à ce qu'on fasse entrer quelques-uns d'entre eux. Et je leur ai dit non, le moment n'est pas ça. Ce n'est pas à nous d'envenimer la situation. Ce n'est pas à nous. Parce que nous n'avons pas été élevés, nous n'avons pas reçu une éducation de violence. Ce n'est pas à nous d'envenimer. Même au commissariat central, lorsqu'on m'a déplacé vers le commissariat central, ça a été la même chose. J'ai dit non, je dis toujours non. Non à ça, non. S'il faut recevoir des coups pour pouvoir être libre demain, moi je préfère les recevoir aujourd'hui. Et à chaque étape, j'ai dit non, non, non. Nous ne sommes pas violents. On nous a peut-être taxé de ci, de ça. Bon, bref, chacun fait sa lecture. Mais nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas dans la violence. Et c'est pour d'ailleurs cela que nous regrettons tous ces actes qui ont conduit à la perte de certains de nos compatriotes. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à voir le sang de nos compatriotes couler. Et que ça s'arrête. Maintenant, que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et qu'on ramène notre démocratie. Notre démocratie chèrement acquis au prix de longues luttes. C'est d'ailleurs pour moi une autre occasion de rendre hommage à ceux-là qui se sont battus pour ça. Et pour ceux-là qui sont vivants, ils seront déçus de voir que leurs œuvres sont en train d'être détruites en ce moment. Pour ceux qui sont morts, ils se retourneront dans leur tombe. Non, on a besoin de notre démocratie. Nous ne sommes pas violents. Les camarades ne m'ont pas lâché, pas du tout. Ils ne m'ont pas lâché. Oui, mais Sabi Sira Korogoné, il n'existe pas que des manifestations violentes. Oui, bon, non, ils ne m'ont pas lâché. Moi, je suis convaincu qu'ils ne m'ont pas lâché. Et peut-être que l'effet recherché a été observé chez certains d'entre eux, la peur. La peur. Alors que, comme j'ai l'habitude de le dire, en réalité, c'est en face qu'on a peur que nous arrêtons d'avoir peur. Ils ont peur qu'on arrête d'avoir peur. Et l'homme qui est par terre, l'homme qui a le dos au mur ne doit plus avoir peur. Nous ne sommes pas à terre.
La lutte politique en ce moment n'appartient qu'à ceux-là qui ne sont pas dans une zone de confort. C'est pour nous cette lutte. Nous devons nous l'approprier, la mener, pour que l'histoire retienne. Qu'à un moment donné, on a voulu mettre en mal notre démocratie, on a voulu installer une autocratie, et qu'il y a des gens qui se sont levés pour dire non, et cet écho a été entendu. Voilà un peu comment ça se passe. Tout le monde va se remobiliser bientôt, et nous allons recommencer la lutte là où on l'avait arrêté. Depuis, vous êtes effacé des médias. Depuis votre sortie de prison, vous vous consacrez à quoi? D'abord, à parcourir, parce que j'ai reçu beaucoup de soutien de bénédiction. Pour moi, il était quand même important d'aller à la rencontre de ces gens, ces hommes et femmes, de ces sages et notables, qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont apporté leur soutien. Il fallait que j'aille les remercier. Il fallait que je réconforte ma famille. Ma famille qui a été avec moi dans cette lutte, dans cette épreuve. Il fallait que je les réconforte. Donc, je suis resté effacé parce qu'il fallait que je m'occupe un peu d'eux, que je m'occupe aussi à remercier, comme je l'ai dit, les sages et notables, les amis un peu partout, dans la sous-région, un peu partout, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont apporté tout au long de cette épreuve leur soutien. Maintenant, je suis là, et on verra bien comment est-ce que nous allons aborder à nouveau la lutte. Quand vous êtes reparti, voir ceux-là qui vous ont soutenu, certainement, les jeunes avec qui vous aviez composé, quelles étaient les réactions? Non, ils s'attendaient à voir un homme diminué dans sa lutte. Un homme diminué dans sa lutte. Et je leur ai dit non, quand vous posez des actes par conviction, vous ne pouvez jamais diminuer. En réalité, et là où peut-être, et c'est ce que je dis généralement, les dirigeants actuels connaissent tout le monde, mais ils ne connaissent pas ma génération. La génération à laquelle j'appartiens n'est pas cette génération qui aime les compromissions. Ça, je ne parle pas du tout. Nous n'avons même pas eu l'occasion de choisir entre compromissions et autre chose. Donc nous n'aimons pas les compromissions. Les dirigeants ont pensé que nous étions motivés par peut-être leurs adversaires apparents. Non, pas du tout. Nous n'avons pas été motivés par leurs adversaires apparents. Nous avons un certain âge aujourd'hui. Nous avons des ambitions aussi. Et quand c'est ainsi, il faut se battre pour. Moi, mes amis savent, ceux qui sont très proches de moi savent que. Parce qu'aujourd'hui, il y a une erreur que les gens commettent. Il y en a qui pensent que c'est pas que quand on n'est contre le régime, c'est qu'on est avec l'ancien régime. Pendant 10 ans, moi, je ne me suis pas associé à l'ancien régime. Pourquoi est-ce que c'est lorsqu'ils vont quitter le pouvoir? D'ailleurs, même ceux qui, pendant 10 ans, ont géré ce pouvoir tous ont aujourd'hui avec le nouveau régime. Donc, pourquoi est-ce il y en a qui ont pensé ça? Et non, Korogoné n'a jamais été de l'ancien régime et c'est pas aujourd'hui que ce régime n'est plus en place, qui va se retrouver avec Korogoné et ses amis et ses camarades ont des motivations. Ces motivations sont liées à leurs conditions de vie. Ces motivations sont liées au fait qu'ils n'ont plus espoir d'un lendemain meilleur. Vous voyez, pour la plupart de notre génération, nous sommes allés peut-être nous former parce que nos parents ont peut-être fait des efforts. Mais les générations avant nous, le contribuable a payé. Ils ont eu des bourses d'études, ils sont venus, il n'y avait pas de problème d'emploi. Aujourd'hui, voilà ce que ma génération a comme problème. Quand vous allez dans nos quartiers, la seule activité économique qui marche, c'est l'activité, excusez-moi de le dire ainsi, les dadiers. Donc ça veut dire que c'est la jeunesse de mon pays qui se décime avec de l'alcool frelaté. J'aurais souhaité que les réformes du chef de l'État soient des réformes allant dans ce sens, dans la destruction de ces centres, parce qu'en réalité, l'oisiveté est mère de toutes les vices. Alors, ce vent qui s'est levé en septembre 2017, non plutôt 2018 à Niki, quand on l'a vu s'est levé, on s'est dit que c'était un vent qui était parti pour être un ouragan, un grand vent, mais finalement, on l'aura vite contenu, même s'il a eu quelques initiatives par-ci, par-là. Bon, c'est votre point de vue. Et là, le processus est en cours. Je me rappelle que juste après l'initiative de Niki, j'ai été reçu par vos collègues de SICA.
À cette occasion, je lui ai expliqué que c'était le début d'un processus qui doit nous conduire bien plus tard à la formation d'un véritable bloc politique qui représente en son sein la jeunesse et ceux-là qui peut-être ne sont pas de notre génération, mais qui partagent notre point de vue. Donc c'est le début d'un processus. On n'a fait que bonifier la chose. On n'a fait que déplacer le calendrier. Et peut-être de 8 mois, peut-être de 10 mois, peut-être d'un an. Mais nous allons nous organiser. Donc rien ne nous démotivera. Nous sommes plus que jamais motivés. Vous n'avez même pas peur, comme c'est le courant actuel? Bon, avoir peur de quoi? Avoir peur de quoi? Le fait d'avoir été déjà en prison vous enlève la peur davantage? Même avant d'aller en prison, moi, on avait dit à Niki, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur, ça je le dis et je le répète. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur? On aurait peur de dire ce qu'on pense. Vous savez, ceux qui ont peur, c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être connu la période révolutionnaire, qui les a peut-être traumatisés. Mais nous, on ne connaît pas ça. Nous n'avons pas connu la période révolutionnaire. Nous n'avons connu que la démocratie. Nous avons commencé par grandir en voyant un lycée Fossoglo, en voyant un Mathieu Kélécourt métamorphosé, en voyant un Boni Yahi prendre des mains du général Kérékou le pouvoir, en voyant Patrice Talon prendre des mains de son ami devenu ennemi en temps le pouvoir. Nous sommes qu'habitués à ça. Eh bien, vous n'étiez pas habitué non plus à ces interdictions de manifestation, la prison, les tueries même. Vous n'étiez pas habitué à ça. Et c'est pour ça qu'on doit se battre pour que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que ces gens arrêtés que j'ai vus, un avec le bras fracassé, le bras déchiqueté, qu'est-ce qu'ils font en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Moi, je me demande. Ils font quoi en prison? Il faut qu'on les libère. Ça, c'est ça. En fait, ce n'est même pas à négocier, parce que ce sont les conséquences directes de ce qui se passe. Le véritable problème, c'est le retour à la démocratie, qu'on nous ramène notre démocratie. Et ça passe par un certain nombre d'étapes. On ne demande pas le miracle aux dirigeants actuels. Vous savez, ce n'est pas un crime de se sentir, parce qu'en réalité, ça arrive. Ce n'est pas un crime de se sentir qu'on est incapable d'apporter des réponses aux préoccupations de ses compatriotes. Ce n'est pas un crime, ça. Mais foncer tête baissée sur un chemin qui ne pourra jamais vous apporter à bon port, c'est là où se trouve le crime. Qu'on libère ces jeunes gens qui sont en prison, qu'on les libère. Je supplie même à genoux les autorités qu'ils ferment les yeux, qu'on les libère. Parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Leur rôle, c'est de participer au développement économique et social de notre pays. Qu'on les libère. On n'a qu'à les laisser sortir de prison. Qu'on laisse ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pensent que la justice n'est pas équitable et qui ont quitté le pays, rentrer. Le pays, c'est à nous tous. Qu'on se donne la main. Vous savez, moi, je n'ai aucune rancœur particulière. Je suis allé en prison, mais je n'en veux à personne. Je suis allé en prison, mais ça n'a pas développé la haine en moi. Non, pas du tout. Ça ne m'a donné que de la motivation. Ça ne m'a appris que beaucoup de choses sur le plan personnel. Mais je dis que nous, notre génération, n'a aucun problème personnel. On n'a pas d'antécédent avec le président actuel. On n'a pas d'antécédent avec lui. On n'a aucun antécédent. Ce que nous disons qu'il écoute avec les oreilles d'un homme sage. Et il comprendra que nous ne sommes pas ses ennemis. Nous avons besoin de réponses à un certain nombre de préoccupations. Et aujourd'hui, c'est lui seul qui a la responsabilité. C'est pour lui seul que les Bénins ont voté. C'est lui seul qui nous fera des comptes demain. Ceux qui sont autour de lui, aucun d'entre eux n'assumera la belle preuve. On les a vus à un moment donné dans ce pays. Avec l'ancien régime, nous ferions croire que si le président Boni Yahi rentrait dans une tombe, qui rentrerait avec lui. Aujourd'hui, ils se sont rapidement repositionnés avec lui. Il doit comprendre que ces gens le lâcheront lorsqu'il ne se retrouvera pas avec le pouvoir en main. Donc il faut qu'il sache, et qu'il sache nous écouter. Nous écouter pour comprendre que nous n'avons rien de particulier contre lui. Nous voulons seulement qu'il puisse répondre à nos préoccupations. Nous voulons que notre pays fasse un bond en avant, au lieu d'être en train de reculer, comme sur tous les plans, comme il le fait en ce moment. Oui, mais Sabi Sira Korogoné, comment on se fait entendre dans un Bénin comme celui d'aujourd'hui où il n'y a pas de possibilité de manifester? À Troyes, vous êtes déjà regroupement non armé, je me rappelle plus rapidement de la dénomination exacte.
Dans un Bénin comme celui-là, où des stratégies comme celle que vous aviez commencé il y a un an n'avaient pas marché, comment on se fait entendre? On va se faire entendre. Vous savez, et quand on parle d'obéissance, on parle de désobéissance. Et la loi nous permet de nous manifester sans pour autant attendre que ceux qui sont en face nous en donnent la possibilité. Nous sommes dans un pays de démocratie. Personne ne remettra cela en cause. Moi, je le dis, je le répète. Personne, on ne permettra à personne de remettre cela en cause. Ils ne remettront pas notre démocratie en cause. De la même manière, ils en sont venus après des élections. De la même manière qu'après, c'était les mercredis rouges, de la même manière, ils se sont manifestés, ils se sont organisés ensemble avec les travailleurs pour réclamer un certain nombre de droits qu'on leur empêchait d'avoir. C'est ainsi que nous aussi nous le ferons. Ils ont pris l'option de la brutalité. Je leur demande d'arrêter. D'arrêter parce que ça ne les amènera pas à bon port. Ça ne les amènera. Ce n'est même pas du tout envisageable que ça les amène à bon port. D'arrêter. D'arrêter de chercher à nous intimider. D'arrêter de chercher à nous faire peur. Qu'ils arrêtent. Je leur demande à ce niveau d'arrêter ça et que le débat démocratique se fasse à nouveau pour que tout au moins, parce que nous avons déjà perdu sur le plan économique, le tissu économique est détruit. Les opérateurs économiques locaux ont des difficultés et la conséquence c'est que sur le plan social, on est clopant. Maintenant, sur le plan politique, on est en train de déchiqueter le système, notre système politique. En nous parlant de réforme du système partisan. Non, qu'on arrête tout ça, qu'on rebole les cartes et qu'on pense à l'avenir de ce pays. Parce que ce qui est plus important, c'est l'image qu'on laisse pour la postérité. Pour un homme d'observateur, ça va être difficile de se départir aujourd'hui du pouvoir de Patrice Talon lorsqu'on sait qu'en démocratie, c'est pas la voie des élections qu'on arrête un pouvoir. On sait aussi que désormais l'Assemblée est tout acquise à Patrice Talon. La conséquence, vous avez vu le COSLEPI qui vient d'être installé, qui va donc réactualiser la liste électorale. Le COSLEPI uniquement composé d'une partie, donc d'une obédience politique. La Sénat a acquis apparemment à sa cause ainsi. Beaucoup d'observateurs, je répète, pour beaucoup d'observateurs, donc la cause est entendue. Patrice Talon est parti pour rester très longtemps, tout au moins son système. Vous savez, avant d'en parler, je vais prendre par la fin de votre préoccupation. Patrice Talon nous a promis un mandat, nous, on continue pas croire en lui. Et ce n'était pas votre préoccupation majeure. Vous parlez d'Assemblée nationale. Pour nous, le Bénin n'a pas d'Assemblée nationale jusqu'à présent, pour nous. Et c'est le sentiment de tous nos compatriotes, dans leur grande majorité. Le Bénin n'a pas d'Assemblée nationale. Et c'est le moment d'ailleurs pour moi de dire à ces hommes et femmes, parce que parmi eux, il y en a pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est le moment de leur dire, pour ceux-là qui ont le courage d'émarger au nom de cette assemblée, et qu'ils fassent tout possible pour ne pas dépenser cet argent parce qu'ils le rembourseront. Pour ceux-là qui n'ont pas le courage, il vaut mieux ne pas émarger, parce que cet argent ce qu'ils prennent là-bas, ils sont bien obligés de rembourser ça aux contribuables. Parce que le contribuable qui paye, il ne les reconnaît pas comme étant leurs représentants. Ils ne sont pas nos représentants. Nous irons à des élections inclusives très bientôt. On ira à des élections. Je suis convaincu que même eux-mêmes ne se sentent pas à l'aise. Ils ne se sentent pas à l'aise. Vous représentez un peuple que vous ne pouvez même pas fréquenter. Il y en a qui sont obligés de militariser tout autour de nous. On n'a pas pour habitude de vivre dans ce genre de climat. Je sais qu'ils entendront raison. Je sais qu'il y a des gens très sages autour dans ce système qui vont pouvoir dire ce qu'il faut pour qu'on aille à de nouvelles élections inclusives afin que le peuple fasse son véritable choix. Sinon que jusqu'à présent, il n'y a pas encore... Corroboné par quelle voie les Béninois vont-ils aller aux élections inclusives, comme vous dites, très bientôt? Les Béninois iront aux élections très inclusives même, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On ira aux élections législatives très inclusives. Je vous dis, ne vous inquiétez pas.
Voilà. Alors, revenons à cette élection du 28 avril. Comment vous avez observé les choses? Comment vous avez vu, disons, le management de l'opposition? Et à ce niveau, c'est vrai qu'on dit généralement le linge sale se lave en famille. Mais moi, je ne vais pas, on est sur une émission après sans langue de bois. Je ne ferai pas de langue de bois. La famille étant l'opposition. Bon, on est avec certains obligés, parce qu'on a les mêmes problèmes, de rester ensemble, mais sinon qu'en réalité, ce n'est pas la même chose. Donc, on a le même problème, et ça nous réunit quelque peu, mais en réalité, on n'a pas les mêmes motivations. Il faut pouvoir faire un diagnostic pointu de la situation. Nous avons des problèmes. L'opposition béninoise, je dis, a des problèmes. Et ces problèmes ont pour nom, l'opposition n'a pas accès aux médias. Les médias officiels sont devenus des lieux de propagande du régime. Et je fais le diagnostic de la situation, ce qui nous a conduit Au 28 avril. Au 28 avril. Et il faut prendre conscience de cela. Et l'autre chose que l'opposition avait comme problème, c'est que quand on n'a pas accès à ces médias, l'information n'arrivait pas dans les oreilles de nos populations. Les réseaux sociaux que tout le monde utilise, bon an, mal an, étaient aussi, l'opposition est présente sur ces réseaux, en même temps que ceux de la mouvance sont présents aussi sur ces réseaux, peut-être avec beaucoup plus de moyens. Et donc, en même temps que se côtoyaient les informations, il y avait intoxication à côté. Pendant 10 ans, on nous a appris que quand on prend une décision au Conseil des ministres, on devait aller faire la restitution gouvernementale. Les populations étaient habituées à ça. Pourquoi est-ce que quand ils sont dans l'opposition aujourd'hui, ils ne vont pas le faire? Le peuple révolté n'avait pas les vraies informations. Et les différents partis politiques, autant qu'ils sont des partis qui n'ont pas d'école de formation de militants. C'est des partis qui n'avaient qu'en leur sein que des électeurs. Le rôle de l'électeur, c'est d'aller peut-être voter pour vous un dimanche et rentrer chez lui en famille. Mais le militant, il participe aux activités de votre parti. Donc, quand vous savez que vous avez toutes ces faiblesses, il fallait aller vers vos compatriotes au lieu de rester à Cotonou pour faire des déclarations tapageuses. Allez expliquer à vos compatriotes, dans une démarche purement pédagogique, à vos compatriotes, ce qui se passe en réalité. Ils ne l'ont pas fait et espéraient que leurs voix soient entendues. Malheureusement, ceux que nous avons en face font la sourde oreille, n'ont pas écouté les cris de cœur. Parce que le peuple en lui-même s'est exprimé. Le peuple s'est exprimé. On doit tirer leçon du taux d'abstention et décider de se réconcilier avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, le régime devait prendre comme pour leçon, juste après le 28 avril, qu'en réalité, ce n'est que le peuple qui est en opposition avec lui. Ce n'est pas les hommes politiques. Ces hommes politiques, moi je les prends pour la plupart comme des intermédiaires, des démarcheurs. Mais en réalité, c'est le peuple même qui est en opposition. Maintenant, le peuple se cherche. Le peuple se cherche. Le peuple se cherche. Le peuple se cherche parce que n'étant pas habitué à ce qu'on lui a fait vivre, on n'est pas habitué à voir des gens mourir parce qu'ils sont en train de manifester sans armes. On n'est pas habitué à ça. Et le peuple continue pas à se chercher. Mais lorsque le peuple se retrouve, ça peut durer le temps qu'il faut. Mais lorsque le peuple se retrouve et se retourne, ce n'est généralement pas bon pour la suite. Donc il faut tirer le son des échecs répétés et repenser la lutte. Parlons encore de cette famille, l'opposition. Est-ce que vous l'avez comprise lorsqu'elle assurait les Béninois qu'il n'y aurait pas d'élection sans elle, sans l'opposition? C'est de ça que je parle. C'était des déclarations tapageuses, alors que le peuple n'avait aucune information. Le peuple n'était pas informé. Ce n'était que des déclarations tapageuses. Mais c'était aussi le moment de rendre hommage à ces grands hommes. À ces grands hommes qui, n'étant pas aussi habitués à ce genre de situation, ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils auraient dû faire cette démarche en amont. Aller vers le peuple, expliquer au peuple les tenants et aboutissants. Expliquer au peuple les difficultés qu'on aura
si l'Assemblée nationale se retrouvait dans la situation dans laquelle elle est. Vous qui aspiriez aussi à un changement qui pourrait passer par l'Assemblée, on imagine, vous n'êtes pas resté bras croisés, vous aviez pris quel engagement dans cela pour les législatives du 28 avril dernier? Nous avons observé cela depuis là où on était, depuis notre cellule, et nous avons prié que les dirigeants puissent revenir à raison. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et nous avons vécu ça avec beaucoup, on était avec beaucoup de déception, et c'est ça, c'est le pilier fondamental de notre démocratie. Quand on dit que notre démocratie, qu'on la ramène, ça passe impérativement par la reprise des élections. C'est le pilier central de notre démocratie, c'est là-bas qu'on s'exprime. C'est là qu'on s'exprime. Je vois des gens parmi eux qui avaient la capacité, si on allait à des élections inclusives, de se faire élire. Un 28 avril en prison, comment ça se passe? Les prisonniers ont généralement, surtout ceux-là qui sont allés là-bas pour des raisons politiques, ils ont espoir que ça pourrait changer quelque chose et changer alors leurs conditions à eux en prison? J'ai, je me suis fait, le jour où je rentrais en prison, le devoir de ne pas parler politique en prison. Et vous avez tenu? J'ai tenu ça. Je n'ai pas voulu parler politique en prison pour ne pas prêter, pour qu'on ne me prête pas des intentions. Comme je lui ai dit, ça a été plutôt une démarche retournée vers le social, aider mes compatriotes comme je pouvais le faire. Donc, c'est pour vous dire que... Même si vous ne parlez pas, vous entendez autour de vous. Oui, bon, il y en avait quand même qui s'exprimaient, qui donnaient leur point de vue, chacun avec sa manière de voir la chose. Mais moi, je me gardais même de m'exprimer sur cette question. Parce que, bon, nous sommes dans un pays où tout semble aller de travers. Donc, il faut beaucoup faire attention. Donc, je n'ai pas véritablement été sur ce terrain. Mais dans mon cœur, mon cœur saignait. Mon cœur saignait quand j'apprends qu'on a vandalisé des endroits. C'est des choses auxquelles on n'était pas habitué. Qu'on a brûlé des maisons. Oui, c'est en réaction que des gens désespérés ont posé ces actes. Mais pourquoi devons-nous faire des choses qui vont amener d'autres à être désespérés? C'est là où le problème se situe. On dit généralement, ne voyons pas là où on est tombé, voyons plutôt là où on a trébuché. Où est-ce qu'on a trébuché? C'est dans la volonté d'exclure les autres qu'on a trébuché. Et il faut qu'on corrige cela, et au plus vite qu'on corrige cela. Sinon, la tension sera vive, comme ça. Jusqu'à ce que, bon, moi je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas. Et depuis, vous avez entendu le chef de l'État, en réponse à tout cela, n'est-ce pas, proposer cet échange avec la classe politique, puisque s'en est suivi. Vous avez espoir qu'on va aller à des élections inclusives. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas en réalité vraiment de cette solution, on ne s'éloigne pas vraiment de la réconciliation? C'est la volonté des dirigeants actuels qu'on s'éloigne de ça. Sinon, moi je souhaite, et je leur souhaite de se réconcilier avec le peuple. Je le leur souhaite vivement. Je le leur souhaite vivement. Moi je rêve de voir le président de la République au volant de sa voiture en train de circuler. Moi je rêve de ça, pas avec une horde de gardes du corps. Moi je rêve de le voir comme ça, et adulé par son peuple. Et c'est ce que moi je lui souhaite. C'est le mal que je lui souhaite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que la misère, la pauvreté qu'on observe sur le visage de ses compatriotes, meurtris de voir leurs parents en prison, meurtris de voir de savoir certains de leurs parents morts parce qu'ils ont voulu manifester, tout ça, ça fait peur. Et c'est pour cela que je disais tantôt qu'ils ont peur que le peuple arrête d'avoir peur. Mais je les rassure, le peuple arrêtera d'avoir peur. Parce que quand on accule, lorsqu'on se retrouve face au mur, un mur qu'on ne peut pas escalader, on se retourne et on fait face. Pas parce qu'on n'a plus peur, mais parce qu'on n'a pas le choix. Et de plus en plus, on va vers dans cette direction. Et je ne le souhaite pas. Je ne souhaite même pas qu'on en arrive là. Je ne souhaite pas à nos dirigeants qu'on en arrive là. Je veux qu'ils reprennent la mesure des choses.
qu'ils tendent la main à qui ils doivent tendre la main. Ce n'est pas de leur ressort de choisir les acteurs politiques de notre pays. Ce n'est pas de leur droit, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Si en 2016 ça s'était passé comme ça, je ne suis pas sûr qu'eux seraient là aujourd'hui. Donc ce n'est pas de leur droit de choisir les acteurs politiques. C'est au peuple souverain de choisir ses acteurs politiques. C'est le peuple souverain de choisir ses députés. C'est le peuple souverain de choisir son président. C'est le peuple, et c'est pour cela d'ailleurs que nous disons à qui veut nous entendre que nous n'avons rien à reprocher au mandat présidentiel. Le problème n'est pas là. C'est pourquoi quand on a entendu des gens parler du gouvernement d'union nationale, tout ça, non, le président Patrice Talon a été élu par ses compatriotes pour un mandat de 5 ans. Et il faut respecter cela. Il a été élu par ses compatriotes pour un mandat de 5 ans. Il faut respecter cela. Maintenant, on n'a pas élu les députés. Là, c'est un autre débat. Voilà. Quand on voit aujourd'hui la classe politique, notamment l'opposition, on a l'impression qu'elle a complètement accusé le coup et qu'il n'y a pas de réaction. Elle n'est même pas capable de réagir immédiatement. L'opposition a été infiltrée. L'opposition a été infiltrée et c'est pour cela que nous allons nous démarquer. L'opposition a été infiltrée, nous allons nous démarquer. Nous démarquer et prendre nos responsabilités parce que nous sommes les principales victimes de ce qui se passe aujourd'hui. Vous démarquer, ça veut dire quoi? Ça passe par quoi? Vous allez constater que nous allons nous démarquer. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les détails, mais nous allons nous démarquer et prendre nos responsabilités. Voilà, ça se fera. Vous avez l'impression que l'opposition, malgré ceux-là qui ont le courage de parler, de s'adresser à l'opinion, de représenter l'opinion, comme certains le disent, il en a parmi eux qui sont plutôt des agents doubles qui font double jeu? Tout au moins, il y a une crise de confiance. Ça peut être artificiel et monté par l'adversaire. Quand on a un adversaire aussi redoutable, la première arme, c'est l'union. On devait tout faire pour que rien ne puisse diviser cette opposition. Mais malheureusement, c'est la division, c'est la zizanie, c'est les suspicions. J'étais déjà en prison quand je lui ai envoyé une lettre ouverte pour leur dire, quel que soit les intempéries, notre rêve, c'est de les voir toujours la main dans la main. Ben, vous le disiez sans y croire, vous non plus. Mais pourquoi ne pas y croire? Il faut s'oublier. Il faut s'oublier. Il y en a qui font déjà des calculs par rapport à 2021. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est 2021. On aura 2021 que quand la démocratie sera restaurée. Que quand le Béninois lambda qui rêve de diriger un pays pourra venir poser sa candidature sans qu'on ne la rejette. C'est ça. Il faut que la démocratie revienne d'abord. C'est après cela que on peut penser à 2021. Mais comme un peu comme des querelles de co-épouses, l'autre soupçonne l'autre, ainsi de suite, on se soupçonne, un vent de suspicion. Et je sais que ce virus, l'adversaire en face est champion. Il est champion. Il sait comment gérer ça. C'est lui qui nourrit ça, vous pensez? Moi, bon, je n'en sais rien. Mais je dis, lui aussi, il peut. Il peut. Aujourd'hui, on pense que X est déjà avec lui. X pense que Y est avec lui, et ainsi de suite. On se méfie l'un de l'autre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le moment. Est-ce que l'hétérogénéité donc, de cette opposition n'était pas elle-même de nature à observer ce qu'on observe aujourd'hui? Il y a des règles simples qu'on observe en pareilles circonstances. On peut ne pas avoir les mêmes motivations. Mais quand on a le même problème et qu'on a conscience que la solution est la même, on se met ensemble pour régler le problème. Mais quand ce n'est pas le cas et que chacun commence par... voilà. J'étais avec un aîné qui me dit, voilà, on m'appelle, me dit, voilà, tel est derrière nous. Hein. Pourquoi est-ce que toi, tu continues pas? Tel avec nous. Hein. Pourquoi toi, tu continues pas seul te battre? Heureusement que lui a le sens de discernement. Heureusement que lui a compris que ça peut être de la manipulation. Donc,
on demande aux uns et aux autres de mettre de côté leur ego, de mettre de côté leurs ambitions personnelles et de penser à ce pays. Parce que ce pays mérite qu'on pense à lui. Quand on est en politique, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait l'option de ne pas être dans la jouissance du pouvoir. Les choix que nous avons toujours opérés sont des choix les plus difficiles. Fait l'option de ne pas être dans la jouissance du pouvoir. Parce que quand vous êtes en politique, c'est comme médaille à deux revers. Il y a pile et face. Il y a certes le moment où on jouit du pouvoir, mais il y a l'autre face. C'est le moment de difficulté du peuple et le peuple a besoin d'avoir ses leaders devant. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut compter au bout du doigt. Mais néanmoins, il y en a quand même qui m'ont, même si le résultat n'a pas été atteint, qui m'ont surpris agréablement dans cette lutte, qui se sont levés, malgré même que cette lutte n'était pas la leur. Sabi Sira Korogone, comment vous pensez qu'on puisse corriger les choses pour que l'opposition, comme vous le recommandez, puisse voir les choses en eux, puisse y aller en eux? Il faut que l'opposition en elle-même se retrouve à dialoguer sincèrement. Sincèrement. Ça, c'est une étape primordiale. Et pour le bien du pays, il faut que cette opposition... Parce que je sais que les dirigeants actuels seront... En tout cas, si l'opposition était très bien organisée, on n'aurait pas eu... Vous voyez, à un moment donné, les partis politiques se sont mis dans un creuset qu'ils ont appelé résistance. En toute logique, quand on veut discuter, dans les circonstances actuelles, c'est avec la résistance qu'on devait discuter. Les dirigeants actuels, eux, à leur niveau, ont décidé d'appeler individuellement les gens. Tout ça, c'est des stratégies pour diviser. Aujourd'hui, on devait peut-être oublier un peu les histoires de partis et gérer le problème de sa globalité. Contraindre les dirigeants actuels à nous ramener notre démocratie. Les contraindre. Et ça passera impérativement par un dialogue vraiment sincère et inclusif avec un médiateur neutre, le clergé, par exemple chez nous. On n'a pas besoin que des gens viennent de l'extérieur. Je habite chez nous, alors qu'eux-mêmes ils ont le problème. Mais on peut faire confiance à notre clergé. Nous avons vu se passer ici en février 90. On a vu ce que ce clergé a été capable de faire. On les a vus entamer la démarche. Et comme pour couper l'herbe à leurs pieds, on appelle les partis politiques. On ne va pas à un dialogue, c'était un monologue. On leur dit ce qu'on veut. Et on se lève et puis on s'en va. Je dis non. Cet état de choses ne dure qu'un instant. C'est très éphémère de fonctionner comme ça. Ça ne dure pas tout le temps. Donc, il faut que chacun revoie la copie. Aussi bien au sein de l'opposition qu'au niveau de la mouvance présidentielle, que pour le bien de nos compatriotes, que chacun revoie sa copie. Voilà. Sabi Sira Korogone, à l'opposé, quel mal il aurait si vous considériez que c'est peut-être la plus grave chose qui soit arrivée à notre démocratie, ces élections législatives du 28 avril dernier, et qu'on laissait passer, qu'on fermait les yeux pour colmater les brèches et désormais se mettre sur la bonne route? Reprenez s'il vous plaît. Qu'est-ce que mal ça ferait pour les Béninois d'oublier ces élections, savoir que c'était un faux pas et composer pour les élections à venir, redresser ce qui ne va pas? Non, on ne peut pas laisser le pays à un seul camp. Le seul endroit où la démocratie s'exprime, c'est à l'Assemblée nationale. On vous dit que si c'était peut-être les élections, c'est 4 ans. Si c'était peut-être les élections communales, si c'était le développement local, le développement de la base, qui s'était passé le 28 avril passé, on peut encore peut-être tenter de fermer les yeux. Mais on va dire le Parlement, on dit les représentants du peuple. La représentation nationale, on ne peut pas laisser passer. On a besoin de nous exprimer, d'avoir droit au chapitre, d'avoir droit à la tribune. Vous voyez, ils ont installé le COS-LEPI pour avoir accès à notre fichier électoral. Et unanimement, ils sont unanimes, parce qu'ils ont un dénominateur commun. Ils sont tous de la mouvance. Est-ce que vous pensez que c'est ça le débat démocratique? Est-ce que vous pensez que c'est non, non.
non. Il faut qu'ils arrêtent. Ils n'ont qu'à arrêter. On va se redonner la main pour construire notre pays. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent, mais ils ne sont pas prêts d'arrêter non plus. Ils vont arrêter. Moi, je suis optimiste. Ils vont arrêter la saignée. En dépit de tout ce qu'on fait comme effort pour légitimer ce Parlement, on reçoit tel ambassadeur, on reçoit tel autre, on fait la communication autour. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont assis sur des œufs pourris. Ils ne peuvent pas. Je suis sûr que parmi eux, il y en a qui ne sont pas fiers d'eux. Donc, ils vont arrêter. On va aller à les élections. Si l'opposition gagne, tant mieux. Pour nous, ça va être une joie. Si c'est eux qui gagnent, on va reconnaître. Mais il faut que tout le monde y participe. Oui, mais est-ce qu'à y tenir, vous ne vous éloignez pas également des prochaines communales et municipales à venir? Vous ne décidez pas déjà du même sort? Ceux qui pensent déjà aux élections communales sont en train de faire fausse route. Nous avions vu, le président Talon est venu au pouvoir avec combien de maires? Aujourd'hui, à peine 2 ou 3 continuent pas à se réclamer de l'opposition. Donc ça, ce n'est pas... Non. C'est à l'Assemblée nationale que tout se passe. On doit pouvoir permettre au peuple béninois de choisir ses représentants. On ne lui enlèvera pas ce droit. Et tant qu'on ne lui restitue pas ce droit, le peuple sera toujours en train de le réclamer. Je le disais tantôt, le peuple se cherche et se retrouvera incessamment. Mais le schéma est tel qu'aujourd'hui, pour Patrice Talon et pour le pouvoir, les acteurs du pouvoir, il n'y a pas de crise. C'est leur schéma. C'est une manière de sous-estimer la chose. C'est une manière à la limite de distraire l'opinion publique et la communauté internationale. Parce que, bon, nous ne sommes pas un peuple violent et nous n'allons jamais le devenir. Mais cette manière de voir les choses, de banaliser les choses, de dire qu'il n'y a pas de crise. Et il y a eu mort, il n'y a pas eu crise, il y a eu mort. Il n'y a pas de crise et des maisons sont brûlées, des opérateurs économiques ont perdu des choses. Arrêtons avec ça, s'il vous plaît. Arrêtons. Et tirons les vraies leçons de ce que nous avons vécu. Comme une réponse du clergé à l'initiative du chef de l'État, qui, elle également, était déjà une réponse pour beaucoup d'observateurs à cette initiative du clergé. Comme une réponse, donc, le clergé également n'a plus bougé depuis. Oui, le clergé a compris qu'il y avait comme une mauvaise volonté, une mauvaise foi, et qu'on ne voulait pas leur donner les marges de manœuvre qu'il fallait pour mener à bien leur démarche. Et comme c'est des gens de foi, ils ne forcent rien, ils sont juste préoccupés par la situation des Béninois. Ils ne gagnent rien. Et la preuve, Monseigneur de Souza, paix à son âme, quand il a fini, il s'est rangé, il est retourné dans son église. Donc ce n'est pas des gens qui ont des problèmes personnels, et qui ont des... Non, ils n'ont pas d'ennemis, eux. Ils n'ont pas d'adversaires, eux. Eux n'ont que le pays et un pays en paix. Un pays en paix pour tout le monde. Et justement, donc, le clergé n'a rien à imposer ni à l'opposition, ni à la mouvance. Le fait de s'arrêter, ça bloque davantage des choses, non? C'est le moment pour moi de leur dire de reprendre leur bâton de pèlerin. En quoi faisant? En reprenant... Il y a des acteurs qui ne veulent pas de cela. Bon, le peuple, déjà, le peuple veut de leur médiation. Le peuple en lui-même veut que le clergé prenne cette responsabilité. Donc, qu'ils écoutent la voix du peuple et qu'ils arrêtent de regarder en direction des hommes politiques. Tout est éphémère. C'est vrai, on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Mais la grandeur de Dieu se résume au fait que ces pouvoirs donnés aux hommes sont éphémères et se limitent dans le temps. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est limité dans le temps. Donc, donnons de la valeur à la démarche du clergé et on va pouvoir aller à un dialogue inclusif, de sortie de crise, parce que la crise est très profonde, très profonde, même si on tente de la banaliser. Vous avez plusieurs fois répété la peur que les Béninois ont aujourd'hui. Est-ce que cette situation peut permettre qu'ils puissent sortir si demain il y a appel à manifestation pacifique pour débloquer les choses, pour réclamer leurs droits, comme vous l'avez fait savoir durant cette émission?
Est-ce que les Béninois sont à même de sortir ici, de sitôt, de guérir de cette peur? Les Béninois n'ont plus peur maintenant. La peur n'a duré que 48 heures. Vous êtes sûr? Oui, la peur n'a duré que 48 heures. La peur n'a duré que 48 heures. Les Béninois n'ont pas peur. Mais les Béninois peinent... Le 11 mai, je dis le 11 mai, le 1er mai, le 2 mai se sont répétés à Tiaoro et à Savè du 10 au 15 juin dernier. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je dis que les Béninois n'ont pas peur. Si les Béninois avaient peur, lorsqu'on on allait notamment tenter d'arrêter certains de leurs compatriotes, ils auraient pu croiser les bras. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Ils se sont dressés comme un seul homme pour dire non. Pour dire non encore une fois de plus. C'est la voix des désespérés. Et je souhaite que les dirigeants actuels tendent véritablement l'oreille pour que cette voix soit entendue. Les Béninois n'ont pas peur. S'ils avaient peur, ils auraient croisé les bras, on avait enlevé leurs enfants, ils vont partir avec. Mais ils n'ont pas peur. Aujourd'hui, ils n'ont pas peur. On les a tués, on les tuait, on en tuait. Mais ils n'ont pas peur. Ils se sont, avec désespoir, ils se sont battus. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? C'est là où se situe le problème. Il faut qu'on puisse arrêter la saignée. Il faut qu'on arrête la saignée. Parce que là n'est pas la solution. Les Béninois ont des préoccupations particulières. Il faut nous amener à l'autosuffisance alimentaire. Il faut nous amener il faut développer le Bénin. Il faut faire en sorte que tout le monde se sente heureux dans son pays. Il faut faire en sorte que la méfiance... La méfiance est plus difficile à gérer que la guerre. En période de guerre, vous connaissez vos adversaires. Mais quand c'est une période de méfiance, tout le monde se méfie de tout le monde. Ça ne sert à rien de continuer tête baissée par foncer dans cette direction. Ça ne sert vraiment à rien. Pour beaucoup, ce qui est arrivé à Boniaï, l'inattendu, qui lui est arrivé plus de 50 jours d'internement forcé chez lui, cela a contribué à accentuer davantage cette peur, d'abord chez les leaders de l'opposition et plus généralement chez les Béninois en général, et chez les Béninois en particulier. Et c'est dommage ce qui est arrivé à M. Boniaï, c'est très dommage. C'est une première dans notre pays qu'un ancien chef d'État se retrouve dans cette situation. Mais en même temps, je dis que ce sont les conséquences directes d'un certain nombre de choses dont le peuple n'est pas responsable. Et le président Boniaï et son ami, aujourd'hui au pouvoir, on a réussi à faire transparaître aux yeux d'une partie de l'opinion que c'est des comptes qu'on règle. Le peuple ne veut pas se mêler de comptes à régler. Le peuple a ses préoccupations, c'est sa démocratie qu'on doit lui ramener. Et c'est ça qui préoccupe le peuple aujourd'hui. L'assignation résident du président Boniaï, c'est une conséquence directe de la mise en péril de notre système démocratique. Il est resté plus de 52 jours. 52 jours. Dans cette situation, sans aucun acte juridique. C'est ça. C'est la démocratie qui est en péril. Est-ce que vous pensez... Et c'est bien que ça arrive à eux aussi. Parce que quand ça arrive qu'au peuple, quand ça arrive au Béninois lambda, on n'arrive pas on n'en entend même pas parler. Au moins la communauté internationale, cette situation a eu le mérite de tourner les caméras de la communauté internationale vers notre pays. Oui, ça a le mérite. Et c'est sur des faits concrets du genre que les gens se feront leur opinion. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est généralement difficile de faire transparaître ça au niveau de la communauté internationale. Mais quand on a vu des chefs d'État anciens comme nouveaux en exercice se prononcer sur la question, les regards se sont retournés vers notre pays et on a su que véritablement dans ce pays, la démocratie était en train d'être détruite. Est-ce que vous pensez, c'est la situation actuelle perdue, que Boniaï va tranquillement rentrer demain au pays? Je ne connais pas le calendrier du président Boniaï, je ne suis pas de son équipe, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais moi, à sa place, je serais déjà rentré si je finis de prendre mes soins. Je vais rentrer. Parce que c'est à la lettre, quand on a dit qu'on voulait l'arrêter, que des Béninois se sont hués à Kadiaoum, spontanément. Ces gens ont besoin de savoir
qu'il est toujours là avec eux, qui prend soin des familles, des victimes, qui prend soin de ça. Les gens ont besoin d'avoir des voix autorisées pour venir quand même leur remonter le moral. Et c'est son rôle à lui, parce que c'est lui qu'on voulait défendre quand c'est arrivé. Mais de toute façon, nous avons foi en ce peuple. Ce peuple-là, nous avons foi en lui. C'est un peuple qui, en réalité, ne se laisse pas faire et ne se laissera jamais faire. Pour beaucoup de Béninois, Bourignaï est désormais aussi un exilé. Ça, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'ai même pas mûri de réflexion par rapport à cela. Pour moi, il était malade. Et quand on est malade, on a le droit d'aller se soigner. Je lui souhaite prompt rétablissement. Et je pense qu'après, il va revenir aux côtés de ses compatriotes pour recommencer la lutte là où ça s'était arrêté. Même contre la volonté du régime. Mais est-ce que on dit généralement aucun roi n'est Dieu? La dernière volonté appartient à Dieu. Le régime n'est pas un régime divin. Ce n'est pas... Non. Le président de la République n'est pas Dieu. Sa volonté, c'est sa volonté. La volonté de l'opposition, c'est la volonté de l'opposition. Et au-delà de tout ça, il y a la volonté de Dieu. Donc, contre la volonté du régime ou pas. En tout cas, nous ne sommes pas dans leur compromission. Nous ne sommes pas dans les compromis avec eux. Nous avons des préoccupations. On a besoin de réponses. Et ces réponses, on en a besoin. Et c'est plus qu'urgent. Sabi Sira Krogodé, si vous permettez, nous allons à l'instant ouvrir l'antenne aux auditeurs qui peuvent nous appeler au numéro qu'ils connaissent, le 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Nous avons déjà notre tout premier auditeur. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Jean Coton. Monsieur Sabi Sira Krogodé, je vous salue. Je vous salue aussi. Oui. Je vous félicite vraiment sur le fond du combat qui est le vôtre. Tout au long de cette émission, j'ai noté, j'ai eu deux notes de regret de votre part. La première, c'est que pour l'initiative de Niki, si c'est aujourd'hui qu'elle allait prendre corps, ce n'est pas sûr qu'elle arrive. J'ai eu ce sentiment lorsque vous aviez dit que vous aviez compris au départ que c'est la jeunesse de Niki qui était laissée pour compte, mais après, vous êtes rendu compte que le mal est général, est général au Bénin. Est-ce que si c'est aujourd'hui, dans ce contexte-là, où toute la jeunesse se sent marginalisée par une gouvernance, vous auriez eu la même réaction, la même attitude? Deuxième note de regret. Votre appartenance à l'opposition, vous n'avez pas vu les couleurs que l'opposition doit prendre normalement. Ça, j'ai eu ce sentiment. Je voudrais vous demander si, dans vos éléments de réponse tout à l'heure, vous pouvez nous dire, parce que vous êtes allé jusqu'à dire que bientôt vous allez vous démarquer. J'ai entendu ce verbe-là. Vous allez vous démarquer de l'opposition et prendre les choses en main. Est-ce que vous allez... quelle est la couleur que doit prendre l'opposition face à un combat de ce niveau-là? Pour finir, je voudrais vous dire, un combat politique, pour le mener et le réussir en faveur du peuple, est-ce qu'il doit avoir une frontière entre l'audace et le combat? Je vous remercie. Merci à vous, Jean Coton. Deuxième auditeur, bonjour. Monsieur Vigile, bonjour. Bonjour. Monsieur Korogoné, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Vraiment, je vous dis félicitations. Valentin Ayonou, en directeur de Thionville dans la commune de Sénécoudi. Vous êtes un héros. Et pour mes préoccupations, vous êtes en train de lutter pour qu'on nous laisse en paix notre démocratie, c'est cela. Mais les choses vont de mal en pire avec l'installation d'un parlement nommé, avec l'augmentation du nombre d'exilés politiques, avec des interpellations suivies des arrestations de nos compatriotes. Bref, des stratégies pour déstabiliser l'opposition, surtout pour les prochaines élections, notamment la présidentielle de 2021. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire
pour empêcher ou arrêter ce régime dans sa course antidémocratique. Deuxième préoccupation, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que l'opposition participe activement à l'élection présidentielle? Nous ne voulons pas, s'il vous plaît, du discours, nous voulons aller au concret. Et ma suite de mes préoccupations aujourd'hui, tous les leaders de l'opposition sont chassés hors du territoire national. C'est tellement qu'il y a des citoyens qui veulent lutter, comme vous, pour la préservation de la paix, y compris Valentin Ayonou qui vous parle. Mais j'ai eu un peu peur, pourquoi pas pour moi-même, ou peut-être la famille que je pourrais laisser, parce que quand je vais me retrouver nez à nez contre la barrière antidémocratique de l'opposition, je me demande si j'aurais quelqu'un qui pourrait venir au secours de ma famille. Et bon nombre de citoyens se posent aussi cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire si cela arrivait, mon cher ami Korongone? Et pour finir, je voudrais bien vous dire, de vous prononcer, dire un mot sur l'évaluation des enseignants. Si vous étiez à leur place, allez-vous participer à cette évaluation et je vous remets l'antenne. Bon dimanche à tout le peuple béninois. Merci Valentin Ayonou. Troisième auditeur, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Anselmo Pendor, depuis Calavi. Oui, allez-y. Je salue beaucoup Monsieur Korogone. Il est un héros, comme l'a dit Monsieur Valentin Ayonou. J'ai 3 questions à vous poser, Monsieur Korogone. Première question, est-ce que lorsque on vous a envoyé en prison, est-ce que vous avez cherché à savoir si c'est le chef de l'État vraiment qui est à la base des arrestations abusives aujourd'hui dans le pays, ou bien c'est ses entourés que les jeunes qui sont en train de lutter aujourd'hui pour que la démocratie règne dans le pays gênent. Ce sont ceux-là qui sont à la base des arrestations abusives. Deuxième question. Lorsque vous avez été en prison, on vous a envoyé en prison, est-ce que vous avez vu M. Laurent Métoyon? Quelle est sa pensée aujourd'hui lorsqu'on lui a envoyé en prison et puis notre cour constitutionnel de Todolo a dit de faire sortir ce monsieur, que ce monsieur a été arrêté politiquement et jusqu'à aujourd'hui, il se trouve toujours en prison. Troisième pour finir, quel est est-ce que vous avez cherché à savoir si notre ancien président Boni Yahi se porte bien? Si oui, dites-nous quelque chose pour que les Béninois sachent qu'aujourd'hui, la lutte, on peut toujours continuer à sauver ce pays. Monsieur Korogone, vous avez été un héros. Je vous remercie. Quatrième auditeur, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Quatrième auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Vigel. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour. Bon, moi, on m'appelle Rondienne Kanjoul. J'appelle depuis Segbayano. J'ai 2 questions à votre invité. Première question. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que M. Korogone reproche réellement au gouvernement du Patrice Talon. Oui. Deuxième question. Est-ce qu'il peut nous dire exactement ce qu'ils avaient réclamé ou Niki dans le temps? Parce que pour nous qui n'avons pas suivi le discours, est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils demandent, ce qu'ils ont réclamé pour Niki, mais ce qu'ils ont réclamé pour le peuple béninois? Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas réellement qui défend la jeunesse, ou bien qui fait quoi exactement pour nous. Merci et bon dimanche à tous. Merci. Nous prenons un 5e. Aussitôt, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, votre nom s'il vous plaît. Sébastien Rossou, je m'appelle. Oui. Et bonjour monsieur Korogone. Bonjour à vous.
mais à force de vous détruire ou de vous cacher, ils vous ont révélé au monde entier. Que Dieu soit loué. Amen. Il faut que la démocratie revienne d'abord. C'est mon combat. Et je vois aussi que dans votre développement, c'est le même combat. Notre combat, ce n'est pas l'opposition ni la mouvance. C'est la recherche de la démocratie et la liberté. Absolument. C'est le gage pour la paix. Et sans cette paix, pas de développement durable. Première question. J'aurais appris que vous faites partie des premiers combattants qui ont lutté pour l'arrivée du président Talon au pouvoir. La rupture, je vais dire. Et pourquoi ceux qui avaient travaillé avec vous, vous ne pouvez pas vous rapprocher d'eux pour les dire ce que vous voyez de mauvais dans leur gestion? Deuxième question pour finir. Sur quel plan appréciez-vous la gestion de M. Patrice Talon? Est-ce qu'il y a la transparence dans les passations du marché? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gré à gré. Comment vous voyez tout ça là? Sébastien Norosso, bonne émission à vous et merci à Vigier Avancé. Merci à vous. Nous allons devoir nous limiter à ces 5 auditeurs, revenir en studio, donc répondre à ces différentes préoccupations. Je ne sais pas par quel vous prenez, Sabi Sirako. Oui, vous avez bien voulu m'aider un tout petit peu parce que je n'ai pas pu noter. Tout noter. Tout noter, voilà. Jean Poton demandait, est-ce que vous auriez eu la même réaction si vous aviez su au départ que les problèmes que les jeunes du Septentrion avaient étaient plutôt des problèmes qu'avaient tous les Béninois, tous les jeunes du Bénin? En fait, peut-être que M. Jean Poton n'a pas véritablement compris ce que je disais. Je disais que le mérite de l'initiative Niki, c'est de nous montrer que le malaise vécu, que nous avions vécu, et que nous vivons, voilà, et était généralisé. Et toute la jeunesse du Bénin a le même problème. Peut-être que on ne se serait pas limité à Niki à réunir 33 communes. On aurait pu élargir aux 77. Mais c'était quand même le début d'un processus. Et le processus, inéluctablement, ira à son terme parce que les Béninois découvriront la jeunesse du Bénin en train de penser à responsabilité. Voilà. Vous avez vu les couleurs de l'opposition. Pour vous, quelle devrait être cette couleur-là que devrait prendre l'opposition pour être à la hauteur? Union sacrée. Faire le diagnostic et ne avoir qu'en tête l'intérêt supérieur du peuple béninois. C'est tout ce que le peuple attend de cette opposition. Une frontière entre l'audace et le combat. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Parce que l'audace et le combat ne font que bon ménage. On revient à la question du dernier auditeur. Est-ce que vous avez vous avez du moins été aux côtés de Patrice Talon pour qu'il soit président de la République? Ah oui, bon, j'étais en prison quand j'ai appris ça. Je dis non, on n'a jamais, non. Les gens m'ont peut-être vu accompagné de mon ami Osvaldo Meki, parce que en 2016, on avait décidé, parce que la tension était vive, nous jeunes de différents camps politiques. Parce que en 2016, moi je prenais le combat de la génération. Je n'ai pas été entendu et j'ai fait un choix. Donc je soutenais un candidat, Omeki un autre, et d'autres jeunes soutenaient, et on a décidé de créer ce qu'on a appelé le collectif pour la paix. Et on a invité même des artistes comme King Messan, Richard Flash, pour des conseils de façon itinérante dans le pays. Ça, c'était juste pour faire tout possible, quelle que soit l'issue du scrutin, qu'on ait que la paix. Donc, on est de la même génération, c'est un ami en ce moment. Je n'ai jamais soutenu le président Patrice Talon, et ce n'est pas demain la veille. Donc, inutile de répondre à la question suivante, à savoir pourquoi vous ne vous rapprochez pas de ceux-là que vous aviez connus à ses côtés, pourquoi vous ne vous rapprochez pas d'eux pour faire entendre votre cause? Quand il s'agit d'une cause comme celle que nous défendons, et c'est une cause qui appartient au peuple, et les jeux de couloir ne nous serviront pas à grand-chose. Voilà. Mais il y a d'autres questions qui m'intéressent. Avant cela, une question qui me vient en tête. Vos amis qui sont dans le pouvoir, qui sont au sein du pouvoir,
Quelles sont les relations que vous avez gardées? Est-ce que vous causez de ces problèmes, de ces causes que vous défendez? Non, bon, il y a un fossé qui s'est creusé parce que peut-être ils ont honte d'appartenir à une équipe qui n'apporte rien de potable à notre pays. Peut-être qu'ils ont honte d'appartenir à cette équipe. Sinon, nous sommes ouverts au dialogue. Et vous savez, quand on parle de politique, de démocratie, c'est la guerre des idées, c'est pas la guerre des personnes. On doit pouvoir se mettre au-dessus des personnes et que ce soit les principes, les idées qui motivent le combat politique. Comme je le dis souvent, moi je n'ai aucun problème personnel avec qui que ce soit. Ne soyez pas surpris de me voir avec quelqu'un qui soit de la mouvance aujourd'hui en train de partager peut-être un verre ensemble, un pot ensemble. Moi, je n'ai pas de problème personnel. Mais depuis 2016, nous avons constaté l'introduction de l'animosité dans le débat politique. Quand on lit des choses de façon aberrante, ça devient des problèmes personnels. On attaque l'homme sur sa personnalité. Non, c'est le débat d'idées. Allons vers les propositions concrètes. Posons des actes concrets pour amener notre pays vers son développement, vers son essor. Parce que qu'on le veuille ou pas, le Bénin va continuer par demeurer. Le Bénin ne disparaîtra pas avec les dirigeants actuels. Parce que le Bénin n'a pas disparu avec les anciens dirigeants. On en a connu. Laissons une très bonne image. Projetons une très bonne image à la postérité. Et qu'on rentre dans l'histoire par la grande porte et non par la fenêtre. Question Valentin Ayonou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le régime dans son élan? La réponse est en lui. En qui? En lui-même qui a posé la question. La réponse est en tous les compatriotes. Nous ne sommes là que pour... Nous n'avons aucun mérite particulier. Nous n'avons pas une baguette magique. Mais je les rassure de ce que nous y arriverons. On va y arriver. Impérativement, on va y arriver. Peut-être vous avez été confronté à cela. Une autre question de Valentin Ayonou. Comment assurer les arrières de ceux qui s'engagent, ceux qui payent de leur engagement, la prison, l'exil? Leurs familles souvent sont délaissées. Si vous vous engagez dans ce combat en espérant que quelqu'un vienne et régler un certain nombre de problèmes à votre place, vous avez menti. Moi, je suis allé en prison. Je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne régler, non. L'engagement politique, encore que, il y a plus urgent chez nous. L'engagement patriotique. On peut ne pas être un homme politique, mais pour le combat de la restauration de notre démocratie, l'engagement patriotique sera de mise. Où que tu sois, béninois, quand tu es béninois et que l'avenir de ton pays te préoccupe, ce combat est le tien. Tu dois pouvoir le mener et ce de façon très vaillante. Est-ce que vous avez cherché à savoir si c'est le chef de l'État qui est à la base des arrestations abusives en Saint-Prédion? Les Béninois n'ont voté les Béninois n'ont pas voté pour deux personnes. C'est pour une seule personne que les Béninois ont voté. Et le 6 avril 2016, cette personnalité a prêté serment. Il est responsable de tout acte posé par ceux à qui lui-même il a délégué ses pouvoirs. Encore qu'il n'est pas sourd, encore qu'il a un renseignement très, très, très performant. Donc, même s'il y avait des abus de la part de ses collaborateurs, il aurait pu les rappeler à l'ordre. Donc, c'est lui, il est responsable. Et c'est lui qui, de façon abusive, fait ce que nous observons en ce moment. Une question du même Anselme en prison. Est-ce que vous avez vu Laurent Métonio? Oui, j'ai vu le doyen. J'ai vu le doyen plus que jamais debout comme un vaillant homme. J'ai vu le doyen qui n'avait pas de regrets parce qu'il savait que le combat dans lequel il s'était engagé et qu'il a conduit en prison était un combat noble. J'ai vu le doyen qui m'a remonté le moral, qui m'a parlé, qui m'a dit oui, Korogoné, il faut savoir que tu n'es pas seul. Korogoné, il faut savoir que même dans mon village, il y a des gens qui m'appellent et demandent d'après toi. Ça m'a vraiment remonté. Mais malheureusement, à un moment donné, on les a emportés vers la prison civile de Misérité. Et on n'a pas pu garder contact. Est-ce que vous avez les nouvelles de Boniaï, cette question? Je crois que vous l'avez déjà répondu. Oui, je l'ai jamais répondu. Je n'ai pas de nouvelles de président Boniaï. Voilà. Que reprochez-vous concrètement au régime de Patrice Talon, au gouvernement de Patrice Talon, Jules Moudienko?
Oui, je vais regrouper les deux questions de M. Jules, parce que en même temps, il disait à Niki qu'ils n'ont pas suivi. Qu'il faut rappeler les On a frustrations. galvaudé le fond de notre initiative. Mais fort heureusement, il y a des gens qui sont allés à la source chercher l'information. À Niki, nous avons dit que nous avons dénombré sur 45 projets phares du PAG, on en a dénombré que 3 qui concernent la partie d'où je viens. Je ne sais pas si c'est un acte de régionalisme. À Niki, nous avons trouvé que la manière de voir du chef de l'État, parce qu'on a parlé par exemple de centre universitaire qui était à Dougou, qui est venu à Komassé. Ce centre universitaire était très indispensable pour les populations de Dougou et environ. Voilà les choses, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, que nous avions en son temps dénoncé à Dougou, et ça nous a valu ce que ça nous a valu. Donc en réalité, nous avions vu très tôt qu'on allait dans une direction où la démocratie allait laisser place à l'autocratie, la démocratie allait laisser place à la dictature, où nous allons progressivement vers la pensée unique, où les problèmes fondamentaux, parce que le chef de l'État, je ne cesserai pas de le dire, s'est engagé dans les réformes. Donc l'image qu'il veut projeter, c'est l'image du réformateur. Quand on fait des réformes, il faut faire des réformes adaptées au type de pays qu'on dirige. Il y a des réformes adaptées aux pays riches, qui sont d'ordre institutionnel, constitutionnel et structurel. Parce que les pays riches n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Eux, ils touchent à leur test chaque fois, toutes les fois, juste pour ajuster ce qui existe déjà, l'existant. Mais le pays pauvre, comme le Bénin, il faut aller vers des réformes qui touchent la personne humaine de façon très directe. Des réformes qui vont nous conduire vers l'autosuffisance alimentaire. Des réformes qui vont nous conduire vers dans un système qui facilite l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il faut qu'on projette dans l'avenir et qu'on aille au-delà même de son propre mandat, qu'on dise, bon, ok, moi je vais faire un plan global de développement de notre pays, qu'aucun de nos chefs d'État ne remettra en cause. Mais non, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, on nous a engagés dans les réformes de pays riches parce qu'on est riche. Non, le Bénin est malheureusement pauvre. Et avec peut-être ce que nous voyons, nous devenons de plus en plus pauvres. Voilà, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons comme préoccupation. Et ces préoccupations, il faut qu'on se mette dans la tête qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est les choses que nous vivons, que nous avions dénoncées. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Nous ne sommes pas allés dans l'intention parce que nous n'avons pas d'antécédents avec les dirigeants actuels. Voilà. Autre question, quelqu'un qui vous invitait à vous prononcer sur l'évaluation des enseignants et leur prodiguer de conseils. Vous savez, les éducateurs sont en réalité dans une société bien hiérarchisée, ceux qui sont au-dessus de tout. C'est eux qui partagent et qui donnent le savoir. Il n'y a pas mieux que eux-mêmes pour savoir ce qu'ils veulent. Mais qu'ils soient d'ores et déjà rassurés. Korogoné leur apportera son soutien dans le choix. Qu'ils nous disent de façon claire ce qu'eux attendent, ils nous verront à leur côté. Même si on leur reproche qu'au moment où il y avait 1000 et quelques agents du ministère de l'Agriculture qui ont perdu leur emploi. Même si on leur reproche qu'en son temps, ils sont restés bras croisés. Même si on leur reproche que lorsque d'autres avaient des difficultés, et ils sont restés bras croisés, qu'eux soient rassurés que nous n'allons pas les abandonner. Nous allons nous mettre résolument à leur côté. Mais c'est à eux de faire le choix. Qu'ils nous informent de leur choix et nous verrons à leur côté. Donc vous ne leur recommandez pas un choix? C'est pas à nous. Je ne connais pas leur corporation. Je ne suis pas un enseignant. Je ne connais pas les forces et les faiblesses de ce qu'on leur propose. Je n'ai même pas fait l'exercice. Peut-être à ma sortie d'ici, je vais essayer de rencontrer quelques-uns pour comprendre. Mais je dis, s'ils font un choix. Parce que nous sommes dans un problème général. Et si on veut les traiter comme on a traité d'autres avant eux, on connaît déjà le point de chute. Donc, s'ils font un choix, ils nous verront de leur côté. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez, là on a fini avec les questions des auditeurs, hein, je vous pose ces dernières questions pour clôturer l'émission. Est-ce que vous arrivez, vous savez, sera progrès d'être habité peut-être par le sentiment que vous payerez de ce combat-là, la prison, encore une fois, ou peut-être même l'exil?
Je ne me pose même pas de questions par rapport à ça. Pour moi, l'exil, c'est pas envisageable. Pour moi, l'exil n'est pas envisageable. L'exil n'est pas envisageable. Et je compte sur la bonne foi des dirigeants. Ils vont revenir à la raison. Parce que je suis sûr, même quand au grand jour, on donne l'impression de ne pas vouloir écouter, je suis sûr que quand on se retrouve seul devant son miroir la nuit, on se pose des questions. La jeunesse du Bénin a des préoccupations et attend à avoir des réponses. Et ces réponses sont attendues de façon très urgente maintenant. Est-ce que vous avez peur pour vous-même physiquement? Physiquement, avoir peur, non. Non. Je ne me pose même pas de questions par rapport à ça. Parce que c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Et je me laisse à Dieu, tout simplement, dans ce combat-là. Parce que, bon, je ne me ferai pas peur. Je ne me ferai pas peur. Et quand on parle de courage, ce n'est pas l'absence de peur non plus, non. Mais nous avons un idéal. Nous croyons en cet idéal. Nous savons que nous sommes sur le droit chemin et en face, on aura le répondant souhaité. Et ça viendra vraiment très vite pour le bonheur de tous. Je ne sais pas si ça vaut déjà vos mots de non, fin, pas du tout. Je vais en profiter pour faire votre canal. Profiter de mon retour peut-être sur un plateau pour parler après ma sortie de prison. Pour dire aux jeunes d'arrêter de ne nous autoflagellons pas. Je lis des choses où on manipule d'autres jeunes pour... Non, le combat c'est à nous tous. S'il arrivait que ça paye, s'il arrivait que les dirigeants actuels nous écoutent et qu'il y a beaucoup plus d'emplois dans le pays, c'est pour nous tous. Demain nous appartient. Demain nous appartient. Et comme demain nous appartient, nous devons apprendre à nous connaître aujourd'hui. Tenons-nous la main. Et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de lancer un vibrant appel à tous les jeunes où qu'ils soient. Qu'ils soient en train, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient en n'importe quelle contrée de notre pays, qu'ils sachent tout simplement que nous n'avons pas baissé les bras. Qu'ils sachent que nous allons continuer notre combat et qu'on y arrivera. Je vous remercie à vous pour l'invitation. Merci à votre groupe qui continue tant bien que mal de permettre à toutes les voix discordantes d'avoir droit au chapitre. Merci beaucoup. Sabi Sira Korogone, vous étiez notre invité ce dimanche. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à chacun, merci à tous. Mohamed Liamidi a assuré la réalisation technique sans langue de bois. C'est encore dimanche prochain.